Bonjour, Florent, Marine. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais activer vos micros. Alors, Florent, votre micro est activé. Oui, bonjour. 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 Marine aussi, je pense. Non, pas Marine. J'entends quelqu'un parler, mais je ne sais Ah pas. oui, non, ça doit être moi. Ma compagne est en réunion. Je vais peut-être couper mon micro plutôt. Ah, d'accord, ok. Désolé. Attendez, j'active. J'active pour Marine et j'active pour Hélène. Normalement, c'est bon. Non, Hélène, il n'y a pas de micro. Donc, chacun est libre d'activer sa caméra s'il le souhaite. Déjà, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là depuis votre canapé. Moi, je suis dans mon canapé. Carole, tu es dans ton canapé aussi. Oui. Donc voilà, nous présenterons, Carole et moi, cette session. Je me présente, je suis responsable du marketing et de la communication chez Inflexis. Et Carole, tu es chargée de relations clientèle et responsable TMA. Tout à fait. Donc c'est un webinaire, c'est un meet-up habituellement. C'est des meet-up que nous faisons régulièrement en face à face dans nos bureaux, que nous avons recyclés en meet-up en ligne, étant donné les circonstances. Et c'est un meet-up qui va durer, on va dire, 30 à 45 minutes aujourd'hui sur le thème maintenance de votre application mobile, une étape à ne pas négliger. On va essayer que ce soit interactif, donc Florent, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez parler. Je vous expliquerai deux, trois mots sur l'interface un tout petit peu après. Et puis, voilà, l'objectif, c'est qu'on réponde à des questions, s'il y en a, au fil de la présentation, et que voilà, on soit le plus centré sur vos attentes que possible. Alors, comment ça va se dérouler? Moi, j'aurais aimé qu'on se présente un petit peu, si c'est possible, pour être sûr enfin, savoir ce que chacun vient chercher dans ce webinaire. Donc, Florence, si vous voulez, je peux activer votre micro temporairement et puis on le désactivera ensuite. Voilà, c'est activé. Ok, très bien. Si vous pouvez simplement nous dire voilà, qui vous êtes, si vous êtes à Bordeaux ou ailleurs, et et voilà ce qui vous a intéressé dans le sujet de ce webinaire. Ok, bonjour à tous. Moi, je m'appelle donc Florent. Je suis développeur Android j'habite Bordeaux depuis peu, depuis décembre maintenant. Ok, Donc voilà, d'accord. et je viens me renseigner un petit peu sur ce qu'on pourrait mettre en place, ce que je pourrais mettre en place soit dans le projet perso, soit dans le projet professionnel pour maintenir ou évoluer mon code d'un produit, quoi. D'accord, très bien. Voilà. C'est parfait. Alors ici, on a avec nous Hélène, mais Hélène, je ne sais pas si ça y est, je peux activer son micro. Donc Hélène, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, moi c'est Hélène, donc je suis UX et UI designer chez Inflexis. Donc, je suis en charge des parcours utilisateurs, définition des besoins utilisateurs et conception graphique des interfaces avec moi. Merci Hélène. Marine, tu nous entends? Oui, vous m'entendez? Oui. Du coup, moi, c'est Marine. Je suis aussi UX designer chez Inflexis. Donc, j'accompagne Hélène donc, dans tout ce qui est conception des interfaces utilisateurs et tout ce qui est ergonomie aussi derrière les parcours utilisateurs. Très bien. Ok. On peut commencer simplement, Florent. Je ne sais pas si vous avez pu organiser votre écran Zoom. Mais voilà, ce que je vous propose peut-être, c'est simplement de vous décrire un peu comment c'est architecturé
pour que vous ayez une expérience de ce meet-up le plus agréable possible, le plus confortable possible. Donc, vous l'avez déjà vu, activer votre micro et démarrer la vidéo ou pas en bas. Donc, tous les outils, en fait, toutes les fonctions sont accessibles par le bas en majorité. Vous pouvez afficher la liste des participants en cliquant sur participants et vous pouvez afficher la fenêtre de chat en cliquant sur converser. Ce sont les points 3 et 4 en bas de l'écran. Vous ne pouvez pas accéder au partage de l'écran ni à l'enregistrement, mais l'enregistrement, il est en cours et vous y aurez accès à la fin de ce meet-up. Je vous enverrai le lien. Il sera disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez, par le haut, cette fois-ci, il y a un menu qui s'appelle options d'affichage et qui vous permet d'ajuster la fenêtre de manière à ce que vous ayez la présentation d'une part et de l'autre côté les fenêtres de Zoom, participants et conversation. Voilà. Donc, normalement, vous avez la possibilité d'avoir tout l'écran qui s'articule correctement sur votre écran, de manière à tout soit bien lisible. Je ne sais pas si vous avez des questions, les uns ou les autres, à ce stade. Pour moi, tout est clair, merci. Tout est clair, parfait. Dans ce cas-là, on peut commencer. Je voulais simplement vous faire une petite présentation très rapide d'Inflexis, qui est une entreprise de services de numérique qui a 11 ans. Elle a été créée, qui a 12 ans maintenant. C'est une entreprise qui a pour objectif, pour mission d'accompagner ses clients dans leur transformation digitale en concevant des solutions novatrices, des services mobiles novateurs, on va dire, qui s'appuient soit sur des applications mobiles, soit sur des objets connectés. Donc, on conçoit des interfaces pour des objets connectés. Et ensuite, on accompagne nos clients tout au long de la mise en œuvre de ces solutions. On les assiste techniquement et on peut aussi leur proposer des prestations justement de tierce maintenance applicative, qui est le sujet dont on va parler aujourd'hui. On s'adresse un peu à tous les secteurs d'activité, historiquement la banque et l'assurance, mais aujourd'hui aussi l'industrie, le secteur de la santé. Et on propose des applications qui sont soit des applications mobiles pour les employés des entreprises. Par exemple, dans le cas de groupe Pasteur Mutualité, c'est une application mobile pour vendre des contrats d'assurance, soit des applications mobiles pour les clients de nos clients. Par exemple, dans le cas de Fortuneo Banque, c'est l'application mobile que Fortuneo propose à ses propres clients. Voilà, donc ça c'est quelques mots pour présenter ce qui est Inflexis. Et puis, eh bien, je vais laisser la parole à Carole qui va nous brosser un peu le paysage avant de présenter le sujet de ce webinaire en faisant un tour d'horizon. Carole, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, merci Catherine. Alors, aujourd'hui, nous sommes 2,7 milliards dans le monde à utiliser notre smartphone au quotidien. À savoir que les premières applications sont nées depuis 2008, donc ça reste assez récent. Le premier jour, 552 applications ont été publiées donc le premier jour et 135 d'entre elles étaient en téléchargement gratuit. En une semaine à peine, il y avait déjà plus de 10 millions d'applications téléchargées et plus de 800 applications disponibles au téléchargement. Donc les applications se sont développées très rapidement. Donc il y a eu un vrai besoin et il y a eu un marché et un vrai secteur où tout le monde s'est engouffré dedans. Et donc les applis d'ici 2020 devraient générer 173 billions d'euros de revenus. Donc c'est énorme. Énorme. Alors, les applications qui aujourd'hui dominent le marché, donc on les connaît au niveau des OS, Android. Donc, Florent, vous devez bien connaître ce secteur et également iOS. Donc, concernant les applications d'Apple Store, donc ce sont les applications de gaming qui dominent le marché.
avec 25% des applications qui sont représentées. Viennent ensuite les applications de business, d'éducation et de lifestyle. Sur le Google Play Store, les principales applications sont des applications d'outils et de communication, également des lecteurs de médias qui représentent quasiment 100% des applications téléchargées. Alors, on imagine que ces applications sont téléchargées par défaut sur les devices pour avoir autant de représentativité sur les appareils des utilisateurs. Et donc, sont suivies les applications de voyage et de réseaux sociaux. Il est à noter que 10% des gens, des personnes, checkent leur mobile toutes les 4 minutes. Donc, c'est assez impressionnant. Pour que les applications perdurent sur le store et qu'elles soient téléchargées puis utilisées, elles doivent être bien entendu maintenues. Alors, la TMA, qu'est-ce que c'est ? Florent, en tant que développeur Android, vous devez certainement connaître la tierce maintenance applicative. Tout à fait, un petit peu, oui. Vous avez déjà réalisé de la maintenance d'application, j'imagine? Oui, ça m'est déjà arrivé. D'accord, ok. Pour des projets perso ou dans le cadre de prestations qui vous ont été confiées? Surtout dans le milieu pro, j'ai eu à maintenir plusieurs grosses applications et à les faire évoluer. D'accord, ok. Ça m'est déjà arrivé. D'accord. Donc, vous connaissez, alors je ne vais pas m'étendre sur la question, enfin sur la définition à proprement parler de la tierce maintenance applicative. Pourquoi un contrat de tierce maintenance applicative pour votre application? Évidemment, pour régler les comportements d'anomalies. Donc, à savoir que la tierce maintenance applicative vient après la période de garantie, qui est d'environ 3 mois en fonction des entreprises. Sur cette période de garantie, peut-être que c'était votre cas dans les sociétés dans lesquelles vous avez travaillé, les anomalies sont prises en compte et à partir de la période de garantie, on va rentrer sur la période de tierce maintenance applicative où toutes les remontées d'anomalies et les demandes d'évolution donc sont soumises à estimation, validation, puis à développement si elles sont validées. Voilà. Que l'on ait développé l'application au sein de la société ou pas, nous pouvons faire une tierce maintenance applicative. Donc, quand je dis nous, c'est toutes les personnes du développement, à condition évidemment de connaître l'application, donc soit de l'avoir développée ou soit d'avoir réalisé un audit de l'application existante. Donc, on a repris la définition donc de Wikipédia qui effectivement rappelle que la TMA est de la maintenance d'application, mais qui est confiée à un prestataire externe. Voilà. Donc avec une équipe dédiée sur ce type de développement. Les enjeux de la TMA. Alors, les enjeux, l'objectif commun, c'est de faire en sorte que l'application puisse être téléchargée, appréciée et conservée sur les smartphones des users. On parle alors de taux de rétention. Le taux de rétention, pour rappel, c'est le pourcentage d'utilisateurs qui demeurent actifs dans le temps. Donc, en général, le taux de rétention se mesure sur les 3 premiers mois, qui est une durée qui est assez représentative puisqu'on ne peut pas mesurer un taux de rétention. Enfin, on peut le mesurer, mais le taux de rétention sur les premiers jours ne serait pas pertinent à analyser. Donc, les utilisateurs inactifs ou lorsqu'il y a une désinstallation de l'application signifierait un manque d'intérêt à la réunion. Alors, je vois qu'il y a... Oui, une personne vient d'arriver. Je vais juste activer temporairement son micro. Bonjour à vous. Attends, je n'ai pas bien activé. Voilà. Bonjour à vous et bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons commencé, Carole, qui est responsable TMA, a commencé la présentation. En fait, ce que j'ai juste
ce que j'ai juste expliqué auparavant, c'est que vous pouvez intervenir comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre en route votre caméra si vous le souhaitez. Ok, super. Si vous préférez fermer votre micro, vous pouvez le fermer. En tout cas, c'est libre à vous. Voilà. Oui, je vais juste fermer le micro, comme ça ne gênera pas, mais je suis totalement, D'accord, ça totalement la marche. présentation. Alors, je poursuis. Donc, effectivement, au niveau du taux de rétention, donc, il est intéressant de voir que les utilisateurs demeurent actifs dans le temps. Les utilisateurs inactifs ou ceux qui ont désinstallé l'application indiquent un manque d'intérêt de cette dernière. Alors, il est intéressant de pouvoir temporiser ce taux de rétention puisque les utilisateurs n'auront pas le même comportement s'ils utilisent une application des réseaux sociaux, comme Instagram par exemple, où la connexion se fera plusieurs fois par jour, qu'une application bancaire, où on peut imaginer des connexions 1 à 2 fois par semaine. Donc il faut effectivement temporiser et bien connaître le comportement de ces utilisateurs. Donc l'intérêt, c'est de réaliser un benchmark pour pouvoir effectivement avoir tous les outils et toutes les connaissances en sa possession pour réaliser une analyse pertinente de son taux de rétention. Alors, quelles sont les habitudes de vos utilisateurs? Alors, il est normal qu'un taux de rétention chute les premiers jours jusqu'au 3e mois. Voilà ce que je vous parlais précédemment. Le taux de rétention se mesure entre le 1er et le 90e jour. Différents facteurs peuvent entrer en compte et il est intéressant de s'y pencher. Qu'est-ce qui peut faire que l'utilisateur n'utilise plus votre application ou la désinstalle? Ça peut être une difficulté d'inscription. Par exemple, des étapes trop compliquées, une inscription qui nécessite la saisie de plusieurs adresses e-mail, l'envoi de liens qui ne fonctionnent pas, peuvent rapidement décourager l'utilisateur à aller plus loin dans son parcours. Il peut également s'agir d'un manque de notification push. Vous avez une application, l'application ne vous notifie pas des actualités ou des informations pertinentes, vous pouvez rapidement l'oublier dans votre smartphone. Ça peut être une expérience utilisateur qui n'est pas conforme aux attentes de l'utilisateur ou qui ne sera pas ergonomique. Effectivement, peut décourager des utilisateurs peu ou pas habitués au monde du digital. Vous pouvez également avoir des lenteurs de navigation, à savoir qu'une page internet qui se charge en moins de 3 secondes décourage plus de 40% des utilisateurs. Donc, il faut être vigilant à ce que l'application ne soit pas trop lourde et que les pages s'affichent rapidement. J'ai sauté le contenu payant, donc effectivement, l'affichage de pubs intempestives ou des pubs présentes sur tous les écrans est un des facteurs qui peut diminuer ce taux de rétention. Et puis, vous avez effectivement, alors j'ai sauté une nouvelle fois, c'est pas grave, le contenu lié. Le contenu payant peut également, les achats in-app répétitifs, le fait de télécharger une application pour pouvoir retrouver un contenu qui sera payant peut décourager les utilisateurs. Il y a également une cause importante qui peut décourager, c'est la présence d'anomalies, de bugs que rencontre l'utilisateur. Alors, juste rapidement, avant de parler des anomalies, pour mesurer et analyser un taux de rétention, il y a plusieurs indicateurs de performance qui peuvent entrer en jeu. Donc, j'ai noté la fréquence de visite par utilisateur unique, le nombre de connexions, le taux de désabonnement ou de désinstallation
et le taux d'achat in-app si existant. Alors bien sûr, il peut exister d'autres KPIs. J'ai pris ce qui me semblait les plus intéressants pour pouvoir illustrer les exemples. Au niveau du traitement des anomalies, alors pour contrer les anomalies, l'arme numéro 1 se cache dans les tests. Donc il faut tester, tester, tester et encore tester. Alors les bugs et les anomalies peuvent émaner d'un problème de code. Cela peut entraîner dans le futur des problèmes de comportement. Un comportement anormal ou un comportement agaçant. D'où l'importance de tester correctement les fonctionnalités au moment du développement afin d'identifier et de corriger tout de suite et rapidement un loupé. Alors, on peut réaliser plusieurs types de tests. On ne réalise pas forcément l'ensemble de tous ces tests. En tout cas, ils existent. À nous de sélectionner ceux qui nous semblent les plus pertinents. Donc, les tests d'intégration qui consistent à tester plusieurs composants, les tests fonctionnels qui consistent à tester une fonctionnalité, le test d'interface qui consiste à tester plusieurs fonctionnalités, comme le réaliserait un utilisateur qui naviguerait sur l'application, tester le parcours utilisateur et l'ergonomie de l'application, et enfin tester la performance de l'application avec d'envoi de requêtes et sa sécurité. Un mot de passe trop simple, 1, 2, 3, 4 par exemple, ou 4 x 1 ou 4 x 2, des achats Paylan, etc. Alors, ces derniers sont les plus courants. Ils peuvent être réalisés durant le développement ou bien, et ceci est évidemment moins qualitatif et moins agile, à la fin du développement et testé par le client. Ça, c'est pas terrible. Lorsque les tests sont réalisés par les utilisateurs eux-mêmes, là, c'est encore moins qualitatif. Alors, soit vous testez la fonctionnalité sur votre machine, sur l'ordinateur, soit vous testez en main propre avec un ou plusieurs devices. Donc là, ça nécessite effectivement d'avoir un équipement assez conséquent. Alors, si vous réalisez du développement iOS, le nombre de devices va être assez limité. Si vous testez sur du développement Android, Florent, vous devez savoir ce que je vais dire, il y a un certain nombre de devices et là, ça nécessite d'avoir un équipement assez important pour pouvoir passer sur toutes les tailles d'écran, sur toutes les résolutions, sur les différentes versions Android, etc. Alors, viennent se greffer à ces tests les tests unitaires qui, eux, permettent de tester plusieurs composants et le plus tôt. Alors, ces tests ne représentent pas forcément le parcours utilisateur, mais ils identifient rapidement et précisément les dysfonctionnements. Une fois l'application développée, les anomalies peuvent être consécutives à des adhérences et également à des montées de version. Alors, comment gérer les montées de version ? Alors, une application est composée de programmes, de librairies, de frameworks différents selon si on parle d'une application native ou d'une application hybride. Alors d'ailleurs, je serais assez intéressée. Est-ce que vous réalisez, donc, Florent, vous nous avez dit que vous étiez développeur Android. Vous avez déjà réalisé du développement natif et hybride Behram également. Ça m'est déjà arrivé. J'ai fait donc là actuellement je suis développeur Android, mais j'ai également des compétences en mobile, donc c'est-à-dire je fais du Flutter, donc je fais de l'hybride pour iOS et Android, et j'ai également aussi fait du back-end, des serveurs, etc. Donc oui, je suis un peu chouette. Ok. Pour ma part, je suis développeur en natif, quasi exclusivement, c'est-à-dire en Android, Java et Kotlin, et en iOS, Swift uniquement. Mais les nouvelles technologies, notamment React, React Native, ont fait beaucoup de progrès. Ce qui était vrai il y a à peu près 2-3 ans ne l'est plus. L'écart s'est vraiment très resserré. Et c'est vraiment difficile de faire la distinction pour un utilisateur entre
ce qu'on appelle une appli plutôt cross-platform comme React. Puisque hybride, c'est vraiment les applis de première génération, c'est un peu différent. Les technos cross-platform comme React Native ou Flutter, par exemple, c'est vraiment très, très difficile pour l'utilisateur de faire la différence. Mais il est clair que de manière générale, une appli en native est beaucoup plus robuste et beaucoup plus performante qu'une appli hybride au sens propre du terme. Mais je répète, la technologie React Native a fait vraiment beaucoup, beaucoup de progrès et l'écart se resserre un peu. Merci. Alors, effectivement, puisque vous connaissez donc les applications hybrides ou cross-plateforme, les technologies évoluent rapidement et donc il est indispensable d'assurer une veille pour éviter les adhérences avec les montées de version, les renouvellements de certificats et les autres conditions indispensables à la continuité du bon fonctionnement de l'application. Alors, on va parler très rapidement des différents langages de programmation. Alors, je les ai classés par usage, vous les connaissez. Donc, les applications front-end avec JS, TypeScript, PHP, Ruby.js pour le back-end, Kotlin, on en a parlé pour Android, Swift et Objective-C qui existent encore pour iOS, C++ pour les langages de haut niveau et bas niveau, voire très bas niveau pour les langages S-Assembler. Les langages multiples, C#, Java, et enfin pour les analyses de données, VB.NET, Python, Go et Perl. Voilà. Alors, pour rappel, on parle de bas niveau, un langage qui a une forte dépendance avec le matériel et l'architecture d'un type d'ordinateur, et un langage de haut niveau, un langage qui n'a aucune dépendance avec le matériel. Concernant les frameworks, donc les frameworks hybrides, vous avez parlé de Flutter. Effectivement, donc Flutter étant le dernier né, qui est sorti en 2017, il y a encore peu de retours dessus. Alors effectivement, la communauté de développeurs s'intéresse à Flutter et on sent quand même un peu de pondération. Donc, on voit que Flutter s'intéresse, mais encore un peu jeune. Donc, attendons de voir. Pour les autres, Ionic, Cordova et React Native, effectivement, que vous connaissez. Concernant les frameworks web, donc on retrouve Django. Pour les applications web de haute qualité, les API, Spring pour du back-end en Java, il facilite le processus de recherche et d'ajout des dépendances requises pour un projet complexe. Laravel, on est aussi sur des applis web complexes et sur du back-end. Ruby on Rails, langage de programmation Ruby. Et puis React.js Framework, qui est une librairie de développement front-end très puissante, voilà, créée par Facebook. Je ne m'étends pas plus dessus. Je pense que vous êtes plus calé que moi sur le sujet. J'en viens au Software Development Kit, donc les SDK. Pour rappel, qui sont des outils d'aide au développement qui correspondent à chaque OS. Ils contiennent du code organisé sous forme de librairie qui contient des fonctionnalités toutes prêtes pour chaque OS. Voilà. En raison des différents appels par le framework des librairies, l'application hybride donc, sera compilée, générée. Les différentes étapes complexifient la maintenance de l'application. Donc, plus une application a de dépendance, effectivement, plus sa maintenance va nécessiter de compétences et sera complexe à maintenir. Alors, il va être intéressant de pouvoir réaliser une veille technologique pour pouvoir anticiper ces différentes montées de version. J'ai voulu faire apparaître différentes ressources. Donc, les ressources hybrides et les ressources iOS, alors qui sont des ressources destinées aux développeurs, et puis quelques-unes concernent les actualités
des OS, donc peuvent concerner également d'autres profils sur du suivi de projet ou sur du PO ou des chefs produits. On retrouve également des ressources Android. Alors, la tierce maintenance applicative, je vais rentrer un peu plus dans le sujet. Comment la mettre en œuvre? Hop, j'ai basculé de mon côté. Alors, en pratique, nos clients qui nous ont confié leur application, comme l'a dit Catherine lors de la présentation, sont des banques, des assurances. Nous retrouvons également des entreprises de stockage d'informations électroniques. Nous avons des entreprises qui proposent du maintien à domicile, etc. Quel que soit le profil de l'entreprise, chaque entreprise ambitionne ses objectifs avec le point commun à toutes ces sociétés qui est bien le maintien opérationnel de l'application. Donc, chez Inflexis, nous avons une équipe de TMA dédiée à la tierce maintenance applicative. Alors, cette équipe est composée d'un responsable de la tierce maintenance applicative, de développeurs sur les différents OS, donc iOS, Android, également sur du cross-platform et de l'hybride. Et puis, nous avons également des experts dans chaque domaine. Experts, donc on considère à partir de 8-10 ans d'expérience dans le domaine dédié. Également des chefs de projet qui constituent l'équipe TMA. Alors, nous réalisons une veille technologique continue, c'est-à-dire que nous organisons des réunions mensuelles pour pouvoir échanger sur les différents sujets, sur les différentes actus et sur les difficultés que l'on peut rencontrer sur un projet en particulier qui peuvent intéresser d'autres équipes sur d'autres projets. Voilà. Donc, différents outils collaboratifs sont mis en place, des outils d'intégration continue, CICD, des outils de test et des outils de validation. Voilà. Donc, chez Inflexis, nous allons utiliser Mantis, qui est l'outil de ticketing, Jira, qui est notre outil de gestion en interne. Ensuite, on a bien sûr Git. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Après, chaque développeur, sur son développement, va utiliser son IDE. Et puis, on a également une méthodologie qui est éprouvée avec une procédure qui a été rédigée, qui a été testée et qui continue d'évoluer en fonction des retours. Mais au fil des mois et au fil des années, cette méthodologie a porté ses fruits. Donc, on continue et on reste en méthodologie agile pour faire évoluer effectivement les différentes prestations. Alors, on estime la charge de développement. Donc, une fois que le client a soumis sa demande de traitement d'anomalie ou sa demande d'évolution, nous échangeons dessus. Nous réalisons une estimation. Cette estimation est soumise au client pour validation. Et une fois que cette dernière est validée, elle peut être planifiée et développée. Donc, soit ce sont des évolutions, des anomalies qui vont être effectuées au compte-gouttes, ou soit des besoins seront plus conséquents. Et donc, on va travailler sous forme de sprint de 3 semaines, comme on le ferait avec un projet de développement en interne que vous avez certainement réalisé dans votre parcours professionnel. Voilà. Alors, on parle bien de la tierce maintenance applicative, donc qui regroupe les anomalies, les adaptations et les évolutions. Voilà. Elle permet d'assurer la bonne opérabilité d'une application en évitant les anomalies qui vont être liées au code, qui vont être liées aux montées de version. Au-delà de cet aspect technologique, je rappelle qu'il est également stratégique
pour un chef de produit de proposer des nouvelles fonctionnalités ou de corriger des anomalies, ce qui peut nous sembler logique à nous, entreprise de développement, ne l'est pas forcément pour l'entreprise propriétaire de l'application, de vouloir réaliser des évolutions a posteriori ou des corrections anomalies a posteriori, peut-être parce qu'il y aura un nouveau produit qui viendra en remplacer. Donc, il faut rester à l'écoute de son client et également des utilisateurs. Voilà, donc j'ai fait le tour. J'ai fait le tour du sujet. Pour rappel, hein, évidemment, la maintenance d'une application permet d'avoir une application qui est fonctionnelle, qui lui permet d'être téléchargée, d'avoir une bonne notation de la part des utilisateurs, d'avoir des commentaires qui soient bons et d'assurer une bonne pérennité dans le temps. Voilà. Donc la maintenance est souvent le parent pauvre. Néanmoins, elle est primordiale dans la continuité et dans la stratégie d'un produit. Oui, c'est vrai, Carole, on a tendance parfois à dire que une fois que l'application est développée, c'est terminé, mais en fait, on parle de cycle de vie d'une application et il y a constamment en fait des évolutions qui se produisent, des demandes des utilisateurs, de nouvelles fonctionnalités ou d'amélioration. Donc en fait, c'est vraiment un cycle, ça ne s'arrête pas le jour de la mise en production. Ok. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions particulières? Oui, j'aurais une question concernant le taux de rétention. En prenant un exemple, par exemple, on lance une application, c'est le tout premier lancement, on essaie d'acquérir ses tout premiers utilisateurs. Est-ce que vous avez des outils ou une méthodologie pour récupérer les premiers feedbacks de ces utilisateurs, notamment pour essayer d'améliorer ce taux de rétention des premiers jours, des premiers temps? Est-ce que vous avez des outils particuliers, vous utilisez des outils particuliers ou une méthodologie particulière, je ne sais pas, des questionnaires ou des questionnaires in-app par exemple, ou des questionnaires via des formulaires qu'on enverrait par email? Alors, je vais répondre pour ma partie et je laisserai Marine et Hélène répondre parce qu'elles vont certainement avoir des choses à dire quant au retour et feedback des utilisateurs. Donc, sur les développements, sur le suivi des applications, donc nous utilisons deux outils, Firebase, que vous connaissez, et Google Analytics, qui permettent de pouvoir mesurer effectivement les installations des applications, qui permettent de consulter les retours, les avis des utilisateurs, qui permettent d'apprécier, de constater les différents crashs de l'application et de pouvoir effectivement constater les désinstallations. Et sur l'outil Apple, c'est là sur l'Apple Store avec l'outil de développement, je crois, sur la partie développeur. TestFlight peut-être? Alors non, nous utilisons TestFlight pour pouvoir tester les applications avant de les livrer à nos clients. Sur la console de l'Apple Store, nous avons également la visibilité de ce taux de rétention qui est d'ailleurs beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus lisible que sur Firebase et que sur Google Analytics. Mais effectivement, ces deux outils d'analyse statistique vous permettent de pouvoir constater le nombre d'installations et le taux de rétention qui est vraiment bien formalisé sur la console Apple. Concernant les retours des utilisateurs,
Donc, notre équipe de designeuses interroge les utilisateurs au cours de différents ateliers qui permettent également d'avoir des retours sur les parcours et sur l'ergonomie de l'application. Super, Hélène, merci. oui. Oui, du coup, oui, c'est ça. On essaye vraiment d'interroger pendant la conception les utilisateurs et être au plus proche de leurs besoins. Après, nous, on intervient surtout dans des applications qui sont des applications métiers. Donc, on connaît la cible qui est assez particulière souvent. Ça peut être des techniciens de maintenance, des itinérants, etc. Et du coup, c'est une cible assez particulière et on peut avoir des feedbacks pendant la conception, pendant les premiers tests de l'application et au cours d'expérimentation. Donc, on développe l'application, un premier prototype, et ensuite, on peut tester l'application pendant 1-2 mois, suivant les besoins sur le terrain. Et ensuite, on a les retours, des retours qui sont soit des problèmes techniques, soit des améliorations et l'évolution des fonctions de l'application. Donc voilà. On n'a pas encore de questionnaire particulier ou d'outils particuliers pour définir ça. C'est surtout de l'observation et être à l'écoute des utilisateurs de l'application. Ok, je vous remercie beaucoup. D'autres questions peut-être? Florent, vous avez peut-être des questions de votre côté? Non, je vous avoue que j'ai pas de questions. Ok. Tu voudrais ajouter quelque chose, Carole, ou c'est fini pour toi? Alors, pour ma présentation, oui, c'est terminé. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, ce serait, est-ce que vous avez, par vos expériences respectives, est-ce que la notion de tierce maintenance applicative est une notion qui est prise en compte dans les différentes sociétés, dans les discours avec les ingénieurs en développement? Ou est-ce que la tierce maintenance applicative reste le parent pauvre et finalement on se concentre uniquement sur le développement de l'application? Je vais en profiter pour répondre. En vérité, dans mes expériences, avoir une TMA, une équipe dédiée en tout cas, pour les tests et tout, je l'ai vu qu'une seule fois. Tout le reste du temps, c'était la maintenance faite au jour le jour. Dès que les utilisateurs remontaient des bugs, il fallait les corriger. Mais j'ai eu qu'une seule fois, c'était une grosse société qui pouvait se permettre d'avoir une équipe dédiée, quoi. D'accord. Ok. Ok. Ok, alors si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir clore cet événement. De toute façon, oui, on est pile à l'heure en plus. Bravo. Je voudrais simplement vous dire qu'on a un prochain meet-up qui aura lieu le 14 mai à 11h sur le thème « S'il te plaît, dessine-moi une application mobile ». Nous parlerons de design, nous parlerons notamment des étapes par lesquelles on passe pour concevoir une application mobile et ce qui va permettre de répondre vraiment de manière parfaite, on l'espère, aux besoins des utilisateurs. Et on s'appuiera sur des exemples concrets vécus pour vous montrer comment la démarche de design se met en place. Donc ça, c'est le 14 mai, donc vous pouvez le noter dès maintenant de votre agenda. De toute façon, si vous êtes abonné à notre groupe Meetup, vous allez recevoir l'invitation dans les heures qui suivent. Et ça se passera de nouveau sur Zoom, certainement, puisque je pense qu'on sera peut-être déconfiné, mais peut-être pas totalement. Sinon, d'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur nos pages Facebook, Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. Vous abonner à notre newsletter via notre site web et puis suivre nos articles, les articles que nous publions sur le thème du développement mobile sur le blog qui est accessible sur le site Inflexis. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez nous contacter par la suite si vous avez des questions
Et vous allez recevoir, je pense, dans les minutes qui suivent, un lien pour accéder à l'enregistrement au replay de la présentation. Voilà, merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup. Très Merci. bonne journée. Au revoir. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir. Alors,